que vient d'avoir mon vieil ami Maguey Kassé en disant que ce qu'il vient d'entendre lui donne espoir dans la jeunesse qui est la nôtre. Et c'est probablement cela le point le plus important de ce livre. C'est dans son sous-titre, l'impératif de succès. Dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un défi qui s'adresse à l'humanité entière. Nous savons une chose, c'est que ça va être un changement très profond qui va être apporté par l'intelligence artificielle. La raison pour laquelle l'Union européenne, à la suite des États-Unis, du Congrès américain, toutes ces grandes instances se sont réunies pour réfléchir à la manière de réguler cet outil, montre les changements énormes que cet outil va apporter. Et ces changements, on ne sait pas encore quels ils vont être. En réalité, personne, y compris les créateurs de cet outil, personne ne sait ce qui va advenir. On sait simplement qu'il y a là des changements sismiques, qu'il y aura des changements sismiques qui vont se produire. Hier, dans le quotidien français Libération, il y a eu une tribune signée par un certain nombre de grands auteurs et de grands cinéastes demandant qu'on interdise à l'intelligence artificielle d'intervenir dans les domaines de la création que sont les livres, le cinéma, les jeux vidéo. Autrement dit, il s'est agi pour ces personnalités de demander que le secteur qui porte notre humanité, le secteur qui manifeste notre créativité, soit épargné par l'intelligence artificielle. Parce que nous pouvons aujourd'hui parfaitement lire un livre écrit par ChatGPT, vous lui donnez un certain nombre de demandes, de paramètres, comme il a demandé de paramétrer une architecte ou une créatrice malienne qui s'exprime. Alors évidemment, ChatGPT va dire, OK, malienne, Bogolan, c'est la région ouest africaine, le Bazin, etc., et faire son marché et livrer le texte qui a été livré. Vous pouvez faire ça exactement à l'échelle de tout un livre. Et ce livre sera bien fait, probablement. Même s'il est mal fait, ChatGPT apprendra à le faire encore mieux. C'est-à-dire que la perfectibilité qui est inscrite dans le logiciel lui-même fait que ce logiciel est absolument imprévisible dans les effets qui seront les siens. C'est la raison pour laquelle, y compris les créateurs qui aujourd'hui s'alarment eux-mêmes de ce qui va advenir de leur bébé, ne peuvent pas vous dire, en effet, quelle configuration va être la nôtre, celle du monde à venir, avec l'intelligence artificielle. On sait simplement que des secteurs entiers sont menacés. Le secteur de la création audiovisuelle, je viens de le dire, le secteur de la création, de toutes les formes de création d'ailleurs. On peut parfaitement programmer ChatGPT en introduisant un certain nombre d'images de ce que la magnifique, la grandiose artiste Anta Germaine Gaye peut faire avec de la peinture sous verre et faire en sorte que ChatGPT se mette à engendrer des œuvres de Anta Germaine. Et l'ordinateur pourra tâtonner, mais l'ordinateur pourra apprendre à faire cela de mieux en mieux. Alors, si vous n'avez pas une marque qui indique « générée par l'intelligence artificielle », vous allez arriver à un point où, en effet, vous ne pourrez plus distinguer la copie de l'original. Sauf si la copie vous dit « je suis copie », vous n'aurez plus aucun moyen de faire une distinction entre ce qui est humain et ce qui est mécanique ou machinal. D'où l'importance, et Badou l'a signalé tout à l'heure, du mot simulation. Le fait que la machine, l'intelligence artificielle, puisse simuler, avec 3 fois rien, avec simplement 0 et 1, les idempotents parmi les nombres, puisse simuler l'intelligence humaine, va faire que de plus en plus, vous n'aurez plus aucun moyen de distinguer entre le produit de l'intelligence humaine et le produit de l'intelligence artificielle. Et cet effacement de la frontière entre l'humain et la machine est probablement la chose la plus inquiétante qui soit. Parce que, encore une fois,
la machine, selon ses procédures propres, est en mesure de faire ce que nous faisons, nous autres humains. Nous le savons depuis très longtemps, les robots étaient capables de produire, de reproduire et d'imiter notre force physique. Là où nous soulevions des poids, le robot faisait cela beaucoup mieux que nous et soulevait des poids les plus importants. Mais nous avions toujours l'impression que nous avions quelque chose qui nous appartenait en propre parce que nous sommes des humains et qui ne peut pas être transféré à la machine, des procédures qui sont des procédures purement humaines qui ne peuvent pas être automatisées ou mécanisables. Et nous pensions en particulier que la notion de sens était une frontière entre la machine et nous. Nous avons tous une idée de ce que c'est que le sens. Si brutalement je me mettais à aligner les mots dans une succession qui peut correspondre à la syntaxe, mais qui ne rime à rien sur le plan sémantique, vous vous diriez, mais qu'est-ce qui arrive au professeur? Pourquoi est-ce qu'il dérape là, etc. Vous vous demanderez si ce n'est pas la chaleur qui m'a donné un coup de soleil. Parce que nous savons tous ce que c'est que le sens. Et nous avions l'impression, et ceci il y a juste quelques décennies, que la machine ne pourrait jamais franchir la frontière du sens. Que la machine, vous ne pourrez jamais faire en sorte que la machine comprenne la signification et réponde à la notion de signification. Et ceci se manifestait pour l'essentiel dans un domaine que philosophiquement j'aime bien, que Pabadou connaît bien, c'est le domaine de la traduction. Au début, quand les machines s'essayaient à la traduction, elles donnaient des absurdités totales. Vous pouviez tâtonner, demander à la machine de vous traduire même une phrase toute simple. Vous lui dites « la bouteille est sur la table ». La machine traduit à peu près quelque chose qui vous semble bizarre et vous lui demandez de retraduire dans l'autre sens, de ramener cela dans la langue d'origine et la machine pouvait vous donner quelque chose du genre « Yasser Arafat est mort en l'année tant ». Et donc on disait « ça y est ». Il n'y a aucun moyen de leur apprendre ce que c'est que le sens. Ce qui n'avait pas été prévu, c'est que la machine fonctionne comme un judoka, c'est-à-dire qu'elle fait des détours et prend des chemins de traverse au lieu d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette machine? Elle s'est mise à emmagasiner, à engranger, à avaler des données. Toutes les données possibles et imaginables. Donc le raisonnement de la machine consistait à dire, depuis que les humains écrivent des textes, tout a été déjà traduit. Si on me donne la phrase « la bouteille est sur la table » et qu'on me demande de la traduire en anglais, il y a bien un texte anglais de Shakespeare à nos jours qui dit « la bouteille est sur la table ». Et donc, la machine ayant emmagasiné tous les big data, comme on les appelle, toutes ces données, elle a fait du plagiat universel. En définitive, elle n'a rien inventé, elle a pris tout ce qui était donné et les a emmagasinés. Et donc, chaque fois que vous lui demandez de traduire une phrase, la machine va vous trouver l'équivalent de cette phrase parce qu'elle a avalé des données où cette phrase se trouve et elle va vous la sortir. Et les traductions qui étaient approximatives il y a juste quelques années sont devenues maintenant quasi parfaites. Je vous le dis, je travaille entre plusieurs langues à la fois. Quand j'utilise DeepL Translator pour traduire un texte de l'anglais au français, quand je suis pressé, que j'ai écrit un texte en anglais et qu'on me demande de faire une conférence sur ce sujet-là en français, si je suis pressé, j'utilise DeepL Translator au lieu de réécrire mon propre texte en français. J'ai très peu de choses à corriger à ce qui est sorti, presque rien. Ça veut dire que cette machine, sans savoir la signification de ce qu'elle dit, est capable de me traduire les choses parfaitement. Et c'est cela, le fait de ne plus être en mesure de distinguer l'original de la copie. La machine n'a plus besoin de savoir ce qu'elle dit pour vous traduire ce que vous lui proposez. Et donc, la frontière entre l'humain et la machine a été ainsi effacée parce que la machine, au lieu d'aller tout droit vers la question du sens, qui nous trouble d'ailleurs, si nous nous demandions à nous-mêmes qu'est-ce que c'est que le sens, nous aurions du mal à répondre à cette question-là. Eh bien, elle supprime la question et remplace la question du sens par les données. Et donc,
elle fait du plagiat. La machine, l'intelligence artificielle fait du plagiat. Et simplement, elle va faire ce plagiat de mieux en mieux, avec une perfectibilité dont on ne voit pas quelle est la limite. Et je dis, ça c'était la première remarque que je voulais faire pour simplement accompagner le propos de Pawadou jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous allons nous dire, nous, de notre propre point de vue africain? Nous allons dire, ah, ben voilà une invention qui s'est faite, qui a eu lieu ailleurs que chez nous, qui inquiète les pays les plus puissants, comme les États-Unis ou les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que nous, Africains, nous avons véritablement à faire là-dedans? Ça, ce serait une grosse erreur de réfléchir de cette manière-là, parce que cette machine ne va rien laisser en dehors d'elle. C'est-à-dire que les changements que cette machine va produire sont des changements qui vont avoir des implications directes sur la totalité du monde. Et ce qui va dans le sens de la remarque qu'a faite Magueye, en disant il est heureux qu'un jeune Africain s'attaque à cette question-là. Et c'est ça la valeur du livre de Pawadou. Avoir le réflexe de dire, eh bien, cette chose est présente, elle va être l'un des paramètres les plus importants dans le monde à venir. Qu'est-ce que nous, Africains, nous faisons pour nous approprier cette technologie et essayer de la mener dans la direction que nous voulons? Ce simple réflexe, avoir ce réflexe-là, de dire regardons l'avenir, n'ayons pas l'impression que cette technologie est porteuse d'une nouvelle tragédie africaine. Nous habituer à l'idée que les tragédies, même lorsqu'elles se passent ailleurs, finissent toujours par être africaines. Le sida se passe, devient le problème majeur de l'Afrique. Le coronavirus arrive, tout le monde dit « Ah là là, malheureuse Afrique ». D'ailleurs, il s'est trouvé qu'au bout du compte, Dieu a fait que c'est nous qui y avons échappé le mieux. Mais c'est ça. Nous vivons dans un monde où tout le monde attend la prochaine tragédie africaine, comme si tragédie africaine, c'était une redondance, ça allait de soi, que les catastrophes finissaient toujours par nous arriver. Le réflexe de dire quelle partie allons-nous tirer de ce qui se passe? D'abord, quelle va être notre présence africaine sur le problème? Et quelle va être notre attitude et qu'est-ce que nous faisons pour en profiter? C'est ça que j'admire dans le travail qu'a accompli Pawadou et tous ses amis qui sont ici présents. Le fait, et c'est la signification dont est porteuse leur invention malite. On nous dit il y a une grande crise écologique. La crise écologique, il faut y répondre à deux niveaux. Au niveau étatique, évidemment, les États doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte de ne pas ajouter de la crise à la crise environnementale, puisque c'est l'un des plus énormes défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Mais qu'il y a aussi des choses à faire individuellement. Le simple fait de trier ces poubelles, de trier les choses que l'on jette à la poubelle est important. Chacun fait sa part, parce qu'après tout, ce sont les actions individuelles qui deviennent des actions collectives de grande validité et de grande efficacité. Eh bien, cette attitude-là qu'ils ont eue, ses camarades et lui, pour la poubelle, c'est la même attitude à laquelle son livre nous invite lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle. D'abord, en avoir la compréhension la plus profonde, savoir ce qui est en jeu, savoir qu'en définitive, on peut en avoir une compréhension simple, celle qu'il a donnée, une automatisation ou une mécanisation de toutes les procédures, que ce soit des procédures physiques ou des procédures maintenant intellectuelles et des procédures créatrices. Et c'est probablement là que se situe le problème pour nous, parce que nous effaçons notre humanité et nous posons la question de savoir quelle est la différence entre l'humain et sa création, sa machine. Et ceci touche au plus profond parce que nous avons ces mythes profondément ancrés dans toutes les cultures humaines. Dans toutes les cultures humaines, vous trouvez l'équivalent du mythe de Frankenstein. L'humain qui crée une créature, un monstre qui finalement va s'avérer supérieur à lui dans un certain nombre de domaines. Il est possible qu'il en aille ainsi pour la machine. On peut déjà se poser un certain nombre de questions de pathologie d'ailleurs.
Une question intéressante qui est très amusante si on regarde le côté amusant des choses. Est-ce que la machine d'intelligence artificielle ne va pas connaître la pathologie de la fameuse vache folle? Vous vous souvenez que les vaches folles sont devenues folles parce qu'on leur faisait manger de la vache, en gros. On leur donnait. Or, l'intelligence artificielle qui se nourrit de tout ce que nous produisons, de toutes les données, va se nourrir de données engendrées par l'intelligence artificielle elle-même. Et c'est une bonne question de se demander ce que ça veut devenir. Quand l'intelligence artificielle va produire des textes comme cela, Pabadou s'est amusé à faire parler Maya Traoré. Mais Maya Traoré est maintenant sur Internet. Ça veut dire que les machines ont enregistré et ingurgité le propos de Maya Traoré. Et donc, elles vont s'en servir, ces machines-là, un jour ou l'autre. Alors, leur propre élément généré par la machine va être réingurgité par la machine. Bref, il y a là des questions vertigineuses à se poser. Et le fait que nous décidions de nous les poser, le fait que nous ayons des jeunes qui ont cette orientation intellectuelle qui consiste à dire soyons présents sur la question, premièrement, soyons concernés par la question, n'ayons pas l'impression que c'est une question pour pays développés ou pour États-Unis et Union européenne, mais que c'est notre question, et posons-nous la question suivante, quel est notre intérêt en la matière et comment allons-nous en tirer parti? Parce qu'il y va de cette technologie comme de toutes les autres technologies, elle est comme la langue d'Ésope. Vous savez, la fameuse histoire de la langue d'Ésope, elle est la meilleure et la pire des choses à la fois. Comment allons-nous éviter le pire? Comment allons-nous faire en sorte d'en tirer le meilleur parti? C'est la question que ce livre nous pose et c'est la raison pour laquelle il est urgent pour chacun d'entre nous de nous assurer que nous le lisons et que nous le faisons lire.